Bonjour à tous, merci d'être venus, ça nous touche. Merci également à tous nos intervenants. Avant de partir dans le vif du sujet, je voulais juste rappeler un peu le pourquoi, enfin la raison pour laquelle on est là. C'est à propos d'une histoire qui malheureusement n'arrive pas qu'aux autres. Une histoire que toi Manu tu as vécue, une histoire que toi Juliette tu côtoies au quotidien. Stéphane et Julien, vous, c'est une histoire que vous essayez de transformer au quotidien aussi. Une histoire que toi, Stéphanie, tu as vécue aussi à ta façon. Et c'est évidemment l'histoire de Véronique, mon épouse, qui est décédée en début d'année. Voilà, donc certains me connaissent, d'autres non. Bertrand, 42 ans. Je suis au DSSI et au CEA depuis 2017. J'ai rencontré Véronique en 2014. Et voilà, on était des gens tout à fait ordinaires. On avait juste vraiment une joie de vivre. On aimait beaucoup voyager, partir en vacances, faire du sport ensemble, notamment. Et au moment où je suis arrivé ici, Véronique est tombée enceinte. Et lors d'une analyse de sang, un contrôle de routine gynécologique, on s'est rendu compte que ses paramètres sanguins n'étaient pas bons. Donc voilà, les plaquettes étaient trop basses, les globules blancs étaient trop bas. Mais voilà, on ne s'inquiète pas trop de ce genre de choses parce qu'on se dit ça n'arrive qu'aux autres. Donc on laisse passer. Puis une deuxième analyse de sang arrive. Les paramètres ont continué de se dégrader. Donc là, on nous a dit de prendre rendez-vous à l'hôpital Mignot pour faire quelques examens. Et le verdict est tombé en fait le 26 décembre 2017. Véronique était atteinte d'une leucémie aiguë myéloblastique. Alors c'est des mots qui peuvent paraître un peu compliqués, mais justement, on va vous les expliquer aujourd'hui. Et donc voilà, Véronique a commencé un traitement de chimiothérapie à l'hôpital Mignot. Les médecins ont été assez confiants et rassurants en nous indiquant que les rémissions sont quand même assez fréquentes. Alors je sais plus, je crois qu'on nous avait donné des chiffres, 80% de rémission complète, quelque chose comme ça. Alors forcément, on laisse les 20% aux autres. Donc on s'inquiète pas. Puis il y a eu d'autres examens. On s'est rendu compte que la leucémie était un profil un peu compliqué. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais avec un pronostic assez sombre, voire même très sombre. Et on nous a rapidement parlé de greffe de moelle osseuse. Donc quand on entend parler de greffe de moelle osseuse, on ne sait pas trop ce que c'est. Moi, la moelle osseuse, je la connais que dans mon assiette avec du sel, du poivre et du pain. Et on s'est renseigné avec les amis, dont Manu. Et on s'est rendu compte que c'était très très compliqué. Le don de moelle osseuse en France, il est vraiment pas connu. Et les probabilités en fait de compatibilité sont très faibles. Une chance sur 1 million. Donc là, on est dans l'ordre des pronostics du loto. Et le loto, quand on gagne, ça n'arrive qu'aux autres. Finalement, ça s'est bien passé. On a trouvé un donneur pour Véronique. Elle s'est fait greffer en 2018 à l'Institut Gustave Roussy. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai pu lui demander sa main. Et c'était une donneuse allemande, comme souvent. Mais malheureusement, elle a rechuté en 2019. Donc rapidement, il a été prévu une seconde greffe de moelle osseuse. Et cette greffe était prévue le 17 mars 2020. Je pense que chacun d'entre vous se rappelle du 17 mars 2020. Donc c'était encore une donneuse allemande qui était censée donner. Et voilà, donc le conditionnement a eu lieu le matin, et puis en cours de journée, on s'est rendu compte que le donneur, en fait, il était covidé. Donc comme le conditionnement avait déjà eu lieu, c'était un peu compliqué. Et peu de temps avant que le président Macron parle à la télévision, j'ai reçu un petit coup de fil du médecin greffeur de l'Institut Gustave Roussy qui m'a expliqué qu'il fallait un miracle. Et voilà, le miracle, ça n'arrive qu'aux autres. Sauf que bon, il s'est produit le miracle, donc on a eu beaucoup de chance. Et Véronique a pu être greffée une seconde fois d'un donneur allemand de 47 ans. Voilà. Donc ça lui a permis de vivre 3 ans de plus. Et elle s'est finalement envolée donc en début d'année, là, en janvier. Donc si on est là aujourd'hui, c'est pour vous sensibiliser, pour vous faire comprendre que vous pouvez être le miracle de quelqu'un. Et parce que peu de gens savent ce qu'est le don de moelle osseuse, peu de gens connaissent les leucémies, donc on est là pour vous parler de ça. Moi, après toute cette histoire, j'ai eu envie d'exorciser un peu tout ça, et j'ai décidé de partir faire du vélo cet été, donc 6000 km sur la véloroute des pèlerins entre Trondheim en Norvège et Saint-Jacques-de-Compostelle.
Et donc ce périple à vélo sera l'occasion de faire de la sensibilisation et ça sera l'objet de l'association Eurovélo. Voilà. Donc en gros, comment ça va se passer cette petite présentation? Juliette Lambert va nous présenter un peu nous expliquer un peu ce qu'est une leucémie. Donc elle travaille à l'hôpital Mignot, elle a fait partie de l'équipe qui a soigné Véronique. Ensuite, on aura Stéphane Pro et Julien Calvo qui nous parleront des différentes approches, des différents traitements, parce qu'ils font de la recherche à l'Institut Jacob au CEA de Fontenay-aux-Roses. Et l'association Laurette Fugain nous parlera également du don de moelle osseuse et nous présentera un petit film. Et enfin, Emmanuelle Mercier, qui est la présidente de Revéro et la meilleure amie de Véronique en l'occurrence. Bon, il devait y avoir Christian Dupré, mais malheureusement il n'a pas pu être là aujourd'hui. Nous parlerons de l'association Eurovéro. Voilà, je te laisse la parole, Juliette. Merci Bertrand. Donc, bonjour à tous, merci d'être venus. Moi je suis Juliette Lambert, je suis hématologue, je suis médecin au centre hospitalier de Versailles et puis je vais essayer de vous expliquer ce que c'est une leucémie aiguë myéloïde, ce que c'est un don de moelle et comment ça marche. Pour, quand on sait de quoi on parle, c'est un peu plus facile. Diapositive suivante. Donc c'est quoi la leucémie aiguë myéloïde? C'est un cancer de la moelle osseuse, on dit un cancer du sang. C'est une maladie qui est plutôt rare, qui va toucher 3 pour 100 000 habitants. Ça fait partie des maladies du sang plutôt rares. La forme la plus fréquente chez l'adulte, c'est la leucémie aiguë myéloïde. Chez l'enfant, il y a plutôt des leucémies aiguës lymphoïdes, mais le principe va rester le même. L'âge médian au diagnostic, c'est plutôt 70 ans, mais comme vous venez de l'entendre, ça peut arriver chez des gens beaucoup plus jeunes ou chez des gens beaucoup plus âgés. Et c'est une maladie grave qui est mortelle et qui peut être, en l'absence de traitement, mortelle en quelques semaines à quelques mois. Mais on peut faire des choses. Diapositive suivante. C'est quoi la moelle osseuse? La moelle osseuse, c'est un organe du système immunitaire. Elle va servir à fabriquer les éléments qu'on trouve dans votre sang. On appelle ça un organe hématopoïétique. Donc c'est les petites cellules bleues qui sont les cellules souches hématopoïétiques, qui sont les cellules mères. Elles se divisent dans la moelle osseuse, elles maturent, et puis après, dans votre sang, passent les éléments du sang qu'on va voir un à un tout de suite. Diapositive suivante. Ah oui, ne pas confondre avec la moelle épinière. Donc les journalistes le font, mais vous ne le ferez plus. La moelle épinière, c'est les nerfs, c'est le prolongement du cerveau entre les vertèbres. Et nous, on parle bien de moelle osseuse qui se trouve à l'intérieur des os, par exemple celui de votre sternum, celui de votre bassin, et ça n'a rien à voir. Pas de cellules du sang dans la moelle épinière. Les éléments du sang, le premier qu'on peut citer, c'est les globules rouges. Souvent, les gens le connaissent. À quoi il sert le globule rouge? Il sert à transporter l'oxygène. Si vous n'en avez pas, vous allez avoir du mal à respirer et à faire du vélo. Diapositive suivante. Ensuite, on a les globules blancs, on appelle aussi les leucocytes. Donc les leucocytes, leur principale fonction, ça va être de se défendre contre toutes les agressions. Les bactéries, les virus, les champignons. Diapositive suivante. Et le dernier petit élément du sang que l'on trouve, c'est un tout petit globule qui s'appelle plaquette. Et les plaquettes, elles se collent les unes aux autres, et c'est ce qui vous permet de faire un caillot quand vous saignez. Diapositive suivante. Dans la leucémie aiguë myéloïde, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir dans la moelle osseuse une prolifération de ces cellules leucémiques. On appelle ça des blastes, et ils vont prendre toute la place. Vous avez une petite photo des blastes à droite, c'est un frottis de moelle osseuse d'un patient qui a une leucémie aiguë myéloïde. Ils prennent toute la place, et donc la bonne moelle osseuse, elle ne peut pas fonctionner. Les globules rouges, ils sont mal produits, le patient il a une anémie, donc il est essoufflé, il est fatigué, il peut être pâle. Les globules blancs, ils sont mal produits également, donc le patient a peu de défense contre les infections, va rapidement avoir de la fièvre, des infections diverses. Et puis les plaquettes sont basses aussi, et ça va favoriser les saignements. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres symptômes dans la leucémie, c'est ce que vous disait Bertrand, c'est surtout la prise de sang finalement qui va le faire découvrir. On fait une prise de sang parce qu'on a une angine qui ne veut pas passer, on fait une prise de sang parce qu'on saigne du nez et que ça ne veut pas passer, et finalement c'est sur la prise de sang qu'on va découvrir qu'il y a des problèmes de globules, et qu'on fera ensuite un examen de la moelle pour savoir ce qui se passe. Les atteintes d'organes sont très rares, il n'y a pas de métastase dans la leucémie aiguë myéloïde. C'est un organe qui est liquide, c'est des choses qui circulent. Ça ne s'arrête pas dans un organe ou dans un autre. De toute façon, ça atteint le sang. Le traitement, classiquement, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Il y a de la thérapie ciblée, il y a de l'immunothérapie, il y a de la chimiothérapie. Mais chez les patients jeunes, on va plutôt privilégier de la chimiothérapie. On appelle ça intensif. C'est des traitements qui servent à vraiment débarrasser de toutes ces cellules leucémiques la moelle osseuse.
Un autre traitement très important, on est là pour en parler aujourd'hui, c'est l'allogreffe de moelle. À quoi ça sert? On va remplacer la moelle osseuse du patient, celle qui était défaillante, par la moelle osseuse d'un donneur volontaire, sain. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on peut faire des soins de support, on peut transfuser des globules rouges, on peut transfuser des plaquettes, on peut donner ce qui manque, mais il faut quand même à un moment essayer de remettre la moelle en service, si je puis dire, pour que le patient puisse fabriquer ses propres globules. Et enfin, c'est une maladie diffuse, je viens de l'évoquer, on ne peut pas l'opérer. La moelle osseuse, c'est un organe très fluide, quand on le prend dans le sternum, c'est liquide, on ne peut pas l'enlever. Et la radiothérapie n'est pas possible non plus parce que ça n'est pas localisé. Ce n'est pas comme une masse, ce n'est pas comme une tumeur dans un sein ou dans un autre organe. Il faudrait irradier tout le corps et ça n'est pas possible. Le traitement de la leucémie, la première étape, c'est d'obtenir ce qu'on appelle, nous, une rémission. Ça veut dire que la moelle osseuse est débarrassée d'une bonne partie des cellules leucémiques et se remet à fonctionner. Mais le reste du job, ça va être de la garder, cette rémission. Il va falloir faire plus de chimiothérapie ou la greffe de moelle. Le risque de rechute dans la leucémie, il est élevé. C'est ce qui est montré sur le petit graphe. Donc, on dit qu'au début de la maladie, le patient il a 10 puissance 12 cellules leucémiques dans son corps. Quand on va faire notre première chimiothérapie, on espère baisser à 10 puissance 10. Vous voyez qu'il en reste quand même un bon paquet. À 10 puissance 10, on ne les voit plus dans la moelle. On fait les examens, on ne les voit pas, on sait qu'il en reste. Et le reste du traitement va essayer de nous amener sur la ligne rouge, où il y a de moins en moins de cellules leucémiques et jusqu'à la guérison. Donc le patient il peut être sur la ligne rouge, mais il peut également être sur la ligne verte, malheureusement. Il en reste que l'on arrive à détecter si on est dans la zone bleue foncée de maladie résiduelle, ou qu'on n'arrive pas à détecter si on est dans la zone bleue encore plus foncée. Et c'est ça qui va provoquer les rechutes secondairement. L'allogreffe de moelle, ça va être un traitement qui va tenter d'éviter ces rechutes. Comment ça se passe? Il faut le faire chez un patient qui est déjà en rémission. Si on essaye de faire une greffe de moelle à quelqu'un qu'on n'a pas encore traité, ça ne marchera pas bien, parce qu'on va donner une nouvelle moelle dans un organisme qui comporte beaucoup de cellules tumorales, et ça ne suffira pas. Il faut d'abord faire de la chimiothérapie, et secondairement, on peut faire la greffe. Il y a deux effets dans la greffe de moelle. Il y a cet effet de remplacement. On enlève avec une chimiothérapie, si je puis dire, la mauvaise moelle du patient, et on lui donne une nouvelle moelle d'un donneur sain. Ça, c'est l'effet remplacement. Et en fait, le donneur, il n'est pas complètement compatible avec le receveur. Et donc, lorsque la cellule du donneur va voir un blast, il ne va pas le reconnaître et il va essayer de s'en débarrasser. C'est parfait, c'est bien ce qu'on veut. On veut que le globule blanc se débarrasse du bleu qui est sur le dessin. C'est l'effet du greffon contre la leucémie. Comment on trouve un donneur? Il faut quand même un certain niveau de compatibilité entre le donneur et le receveur, parce que sinon il y a des risques de maladie. Et on va déterminer cette compatibilité par un typage HLA. Le typage HLA, c'est une espèce de carte d'identité des globules blancs. C'est super simple à faire. Il faut faire juste une prise de sang et on peut regarder les petits items là, qui sont sur les globules blancs, et ça permet de faire la carte d'identité. Et après, comment on détermine qui peut être un donneur? On sait que dans la famille, il y a des gens qui vont être compatibles. Un frère ou une sœur, il peut être compatible soit à 100%, soit 50%, soit pas du tout. Un enfant ou un parent, il est forcément compatible à 50%. Et puis, il peut y avoir après, un petit peu plus loin, d'autres apparentés, mais ils sont quand même moins compatibles. Et sinon, on peut regarder dans le fichier international des donneurs de moelle osseuse. Donc ça, c'est les gens qui sont volontaires, ils font la prise de sang pour qu'on leur détermine leur carte d'identité des globules blancs. Elle est rentrée dans un fichier informatisé, bien sûr. Et quand on a besoin d'un donneur, on va rentrer, nous, la carte d'identité des globules blancs de notre patient et voir si quelqu'un est compatible avec lui et le niveau de compatibilité. Comment est-ce qu'on récupère un greffon? Oui, ça peut faire un peu flipper, je vous dis c'est dans la moelle. En fait, c'est très simple. On va très rarement aller le récupérer dans la moelle osseuse. On va arriver à récupérer ces cellules souches, les petites cellules bleues du départ, là, celles qui donnent les cellules matures. On arrive à les récupérer dans le sang. Il suffit de les stimuler un peu par des injections sous-cutanées, et elles sortent dans le sang. Quand on en fabrique trop, c'est comme si la moelle elle débordait de cellules souches, donc elle en met un peu dans le sang. Et là, on les récupère dans le sang du donneur par une machine. Il est branché à droite, son sang passe dans la machine, on trie ce qu'on veut garder et on lui rend ce qu'on ne veut pas garder. C'est 80% des dons de cellules souches périphériques à l'heure actuelle. Et on peut toujours donner de la moelle osseuse, donc ça c'est l'image de droite, donc ça se fait au bloc opératoire par un hématologue ici habillé comme un chirurgien, parce qu'il faut que ce soit bien propre, et on prélève de la moelle osseuse dans le bassin du donneur. Mais je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit quand même assez bien l'aiguille, il n'y a pas d'opération, on n'ouvre rien,
On pique dans l'os, on aspire la moelle, et c'est comme ça que ça se passe. Comment se passe la greffe? Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, il faut faire de la place. On fait de la chimiothérapie juste avant la greffe. Et ensuite, on injecte le greffon au patient. Pareil, pas d'opération, on l'injecte pas dans la moelle osseuse, on l'injecte dans le sang, et les cellules souches de la moelle osseuse, ou du sang, elles savent très bien aller coloniser, aller retourner dans la moelle osseuse et refabriquer un système hématopoïétique. Le patient, il doit rester hospitalisé assez longtemps, 4 à 6 semaines. Il faut quand même du temps pour reconstituer la moelle osseuse. C'est un peu comme si on désherbait le jardin, on plante des graines, et puis après, il faut que ça germe. Bah, ça met 3-4 semaines à germer. Donc, il doit rester à l'hôpital pour surveiller les complications pendant le temps de la germination, si je puis dire. Le patient n'est pas dans une bulle. Parfois, on a cette image où tout doit être stérile, où on peut voir personne. Ce n'est pas le cas. Le patient, il a des visites qui sont autorisées. Bien sûr, il faut mettre un peu de protection, un masque. Mais maintenant, tout le monde sait mettre un masque grâce au Covid. Et puis, bien se laver les mains. Mais tout le monde sait le faire aussi grâce au Covid. Et puis, les visites, puis on peut lui apporter des choses. Enfin, c'est pas l'enfant bulle, quoi, pour ceux qui connaissent ce vieux film des années 70. Une fois que la nouvelle moelle est en place, le patient peut sortir sous surveillance. Si vous avez besoin d'infos sur la greffe de moelle osseuse, il y a des sites qui sont très bien faits. Ils ne sont pas faits pour les professionnels, ils sont faits pour les gens qui ont envie de se renseigner. Donc il y a le site de la SFGMTC, donc ça c'est la Société savante de greffe de moelle osseuse, mais ils ont une partie tout à fait consacrée au grand public. Je leur ai piqué quelques images pour mon petit topo. Il y a Don de moelle osseuse, c'est le même site que celui qui est indiqué sur le panneau ici. Et puis pour s'inscrire, si vous êtes intéressé, c'est auprès de l'établissement français du sang, et je vous ai mis aussi le lien si ça vous intéresse d'aller regarder comment ça se passe. Je crois que j'ai terminé. Bonjour à tous, et merci Bertrand de nous avoir conviés. Donc moi je suis Stéphane Pro, je vais vous parler un peu de ce qu'on fait nous au CEA. On a un petit groupe qui fait de l'hématologie. Donc on est situé sur le site de Phare à Fontenay-aux-Roses et à l'Institut de biologie François Jacob. Et on a la particularité, nous, d'être un groupe qui est mixte, qui est composé donc de chercheurs CEA, mais qu'on a voulu aussi composer d'hospitalo-universitaires, donc de cliniciens comme Juliette, comme Philippe, avec qui on travaille directement parce qu'on va voir en quoi c'est important pour nous. Donc nous, on travaille sur un récepteur nucléaire, nucléaire qui s'appelle PIPAR gamma dans l'hématopoïèse. L'hématopoïèse, c'est le processus qui va donner toutes les cellules du sang, que Julien va vous détailler un petit peu plus loin. Donc tout d'abord, je vais repositionner un peu, comme on est tous du CEA, notre laboratoire dans le paysage du CEA. Donc nous, on appartient à la direction de la recherche fondamentale, dans lequel il y a 9 instituts. On est donc dans l'Institut de biologie François Jacob. Donc, s'il vous plaît, c'est un institut qui est lui-même composé de 5 sous-instituts. Donc, 2 sont à Évry, c'est les instituts de génomique, c'est le CNRSGH et puis le Génoscope. Les 3 autres, ce sont sur Fontenay-aux-Roses, l'IRCM pour tout ce qui est radiobiologie, MIRCEN pour les neurosciences, et INMIT auquel on appartient, nous, qui s'occupe des maladies infectieuses, des pathologies bactériologiques et hématologiques. Donc, s'il vous plaît, les missions de l'IBFJ, donc de l'Institut François Jacob, c'est donc la radiobiologie, la santé humaine et la génomique. S'il vous plaît. Alors pourquoi essayer de regrouper des chercheurs et des médecins ensemble? Quel est le rationnel? Donc d'abord, c'est parce qu'on a envie de travailler ensemble sur ce sujet, on a la même thématique. Et puis ensuite, c'est parce qu'on a l'envie de développer des interactions entre la recherche fondamentale et la recherche clinique. En fait, ce qui se passe, c'est que les cliniciens et les chercheurs n'ont pas toujours le même regard sur les pathologies, parce que le clinicien, il a une connaissance qui est plus empirique, il est face à un patient, donc il se doit de trouver des solutions, et il doit être pragmatique. Alors, le chercheur, lui, il a plus une connaissance fondamentale, il aborde les choses de manière beaucoup plus globale, mais du coup, il va se retrouver aussi beaucoup plus loin du patient. Donc en associant les deux, on arrive à focaliser les connaissances
au bénéfice du patient, et c'est des échanges qui sont très importants. Et c'est une vraie synergie. Le deuxième avantage de ce type de travail en collaboration très très étroite, c'est qu'on va gagner du temps sur ce qu'on va trouver dans le laboratoire et pour l'amener à la clinique. Si les cliniciens sont déjà sur place, s'ils participent à la recherche, s'ils gèrent des essais cliniques au sein de leur hôpital, ça permet d'aller beaucoup plus vite de la paillasse vers le patient. C'est ce qu'on appelle la recherche translationnelle. S'il vous plaît. Donc la recherche translationnelle, c'est ce qui est un peu imagé ici, hein, c'est la capacité de la biologie fondamentale, donc du travail en laboratoire sur la paillasse, à générer des données qu'on va pouvoir ensuite vérifier dans les modèles précliniques. Par exemple, pour nous, c'est des modèles murins, hein, c'est du travail sur la souris. Et à partir de là, ces données qui sont générées tous ensemble, on peut passer le relais aux cliniciens dans les essais cliniques, et si c'est probant, ça va arriver ensuite aux patients de manière plus générale. Et la petite flèche qu'on oublie souvent, c'est la flèche jaune, là. C'est-à-dire que ça, on voit souvent la recherche translationnelle comme un passage de la biologie fondamentale à l'hôpital, mais il ne faut pas oublier que la recherche, que l'hôpital, les données et les observations des cliniciens et les données des patients, ça va aussi nourrir la recherche fondamentale. En fait, la boucle, elle est bouclée, hein. C'est un cercle vertueux qui permet de se poser les bonnes questions et d'y répondre le plus rapidement possible. C'est ce qu'on essaye de faire dans notre petit groupe qui développe donc de la biologie fondamentale, des modèles précliniques et des essais cliniques. Donc, je vous ai essayé de résumer ici un peu comment ça peut se passer et comment ça peut enrichir le travail commun. Donc, vous avez le résumé ici un peu de ce qu'on a fait nous. Vous voyez que ça a commencé déjà il y a un petit moment, puisque les premières interactions avec l'hôpital Mignot et avec Philippe, elles datent de 2005. C'était au départ de la recherche de biologie fondamentale qui a donné ensuite des essais cliniques qui ont été menés à l'hôpital Mignot, où 2 essais cliniques sont toujours en cours. Et puis après, ça s'est élargi avec l'arrivée d'autres cliniciens, comme Valérie Bardet, qui a permis de développer notre recherche sur les lames, le travail de Juliette sur la myélofibrose, et Julien, qui vient d'arriver plus récemment, qui ouvre le côté lymphoïde avec les LLT. Et pour pouvoir essayer de transposer tout ça vers la clinique, on a aussi développé des modèles précliniques. Donc pour nous, c'est des modèles murins qui miment ces pathologies et qui sont en fait le chéneau entre le laboratoire et l'essai clinique. Donc voilà. Donc c'est peut-être un peu difficile de voir la place du CEA dans la leucémie. En fait, elle a démarré il y a pas mal de temps maintenant, juste après Tchernobyl. Juste après Tchernobyl, le CEA s'est posé la question de l'effet des irradiations sur la moelle osseuse et des leucémies radio-induites. Il y a eu un premier service qui a été monté, CEA APHP, à l'hôpital Saint-Louis, au service de greffe de moelle de Eliane Gluckman. C'était le départ du travail sur les leucémies, et après ce travail, en fait, s'est étendu à tous les types de leucémie. Et pour demain, le CEA se veut un acteur majeur dans la santé et la médecine du futur, avec différents axes que je vous ai listés ici, dont la cancérologie. Et en fait, s'il vous plaît, voilà, le CEA s'appuie donc sur justement les interactions entre les chercheurs et les cliniciens, avec aussi un autre atout qui est nos collègues de Grenoble qui travaillent sur la technologie de la santé. Hein. Et avec ces 3 piliers, le CEA va sans doute être un acteur de la médecine du futur. Donc ça, c'est pourquoi la leucémie a sa place au CEA. Et donc pour la partie un peu plus scientifique, je vais passer la main à Julien. Donc moi je vais parler un peu de recherche fondamentale, mais surtout reprendre des notions que vous avez déjà entendues juste avant. J'espère ne pas être trop redondant. Donc le sang, comme vous pouvez le voir, est constitué, comme l'a dit Juliette, de différents éléments figurés, les globules blancs, globules rouges, les plaquettes. Diapositive suivante. Et en fait, c'est un tissu qui est très dynamique dans le sens où 400 milliards de cellules sanguines meurent chaque jour et donc sont éliminées chaque jour. Et donc, il faut en produire autant. Diapositive suivante, s'il vous plaît.
Donc cette production est assurée par une usine de production. Diapositive suivante. Cette usine est ni plus ni moins retrouvée dans la moelle osseuse. Donc la moelle osseuse, comme vous l'a dit Juliette, est retrouvée dans les os du bassin, est également retrouvée dans l'ensemble des os dans lesquels vous avez des cavités osseuses. Et donc cette moelle osseuse héberge, diapositive suivante, l'hématopoïèse, qui a été présenté précédemment par mes collègues. Et donc l'hématopoïèse, il faut l'imaginer comme étant un système, un tissu pyramidal, avec à l'apex, donc tout en haut de la pyramide, un contingent restreint de cellules souches hématopoïétiques, dont il a été évoqué précédemment par Juliette. Et donc ces cellules souches hématopoïétiques vont se diviser, se multiplier, se différencier afin d'arriver au bout de la pyramide à générer des cellules matures et donc les différents éléments figurés qui vont être ensuite diffusés dans le sang. Diapositive suivante. Ce processus est finement régulé puisque, comme je vous l'ai dit, ce contingent de cellules souches est capable d'assurer tout au long de la vie la production quotidienne des cellules matures retrouvées dans le sang. Diapositive suivante. Malheureusement, ce processus qui est normalement finement régulé peut connaître quelques erreurs et donc on peut voir apparaître des mutations dans des cellules hématopoïétiques. L'accumulation de ces mutations va engendrer l'apparition d'une cellule cancéreuse. Donc, on vous l'a dit, la cellule cancéreuse, lorsqu'il s'agit du cancer du sang, on parle alors de leucémie. Et en fait, il faut bien imaginer que la leucémie est un terme générique. Il y a énormément de leucémies qui concernent chaque sous-type de cellules que l'on retrouve dans les éléments figurés du sang. Donc, ces cellules cancéreuses sont capables de diffuser, comme les cellules normales, dans la circulation sanguine, se retrouver dans l'ensemble des tissus du patient. Et également, on sait pour certains sous-types de leucémie qu'elles se retrouvent en prolifération massive, donc en prolifération, donc en division massive dans la moelle osseuse, qui est un organe de prédilection justement pour leur expansion. Diapositive suivante. Donc un petit rappel sur la chimiothérapie. Donc là, je vous présente ici un graphique dans lequel est présentée la survie des patients. Alors ici, c'est focalisé sur un sous-type de leucémie qui est la leucémie aiguë lymphoblastique T. Alors désolé pour le jargon, je vais essayer de faire plus simple. C'est une leucémie aiguë du sous-type des lymphocytes T. Et donc pédiatrique pour ce qui est présenté ici. Et comme vous pouvez voir, ici est présentée la survie des patients post-diagnostic au cours depuis des décennies. Et donc en 1968-70, malheureusement à 6 ans, ces patients atteints par ce sous-type de leucémie présentaient malheureusement une survie seulement de 10%, seulement 10% d'entre eux survivaient. Aujourd'hui, l'amélioration de la chimiothérapie, de la transplantation de moelle osseuse et nos capacités de détection de ces pathologies et de classification de ces pathologies permet d'améliorer drastiquement la survie de ces patients pour atteindre, dans ce cas de sous-type de leucémie, quasiment 95% de survie à 6 ans. Encore une fois, c'est un résultat que je vous présente avec ce sous-type de leucémie. Tous les autres sous-types de leucémie ne répondent pas à ce résultat de 95% de survie, mais tendent à être largement améliorés clairement depuis des décennies. Diapositive suivante. Donc cette chimiothérapie permet d'éliminer toutes les cellules, comme vous l'a dit Juliette, qui prolifèrent, qui se divisent, qui se multiplient. Mais malheureusement, de rares cellules sont capables de résister. Alors ici, vous est présenté avec la cellule noire, schématiquement, une cellule qui résiste. Et donc on sait qu'il y a la capacité de résister à la chimiothérapie peut être de différentes origines. Le premier paramètre, c'est l'acquisition de mutations dans la cellule cancéreuse qui va engendrer cette résistance à la chimiothérapie. Elle va acquérir cette résistance à travers une nouvelle mutation. Et, diapositive suivante, de cette cellule résistante va être alors régénérée une leucémie, qui est ni plus ni moins la rechute de la première, et qui, comme vous le voyez ici, continue à diffuser, et donc il s'agit du schéma de rechute. Donc, diapositive suivante. Le laboratoire s'intéresse à différents aspects, donc je vais évoquer seulement 2 points. Donc, le premier point est de connaître les mécanismes impliqués dans la genèse des leucémies. Je vous ai dit que l'hématopoïèse était finement régulée et que cette absence de régulation pouvait générer une leucémie. Je vous ai parlé d'événements uniquement intrinsèques, à savoir l'accumulation de mutations dans la cellule qui génère le cancer.
qui génèrent la leucémie. Mais en fait, on sait aujourd'hui que ces cellules cancéreuses dans la moelle osseuse interagissent avec le micro-environnement de la moelle osseuse, donc avec d'autres partenaires cellulaires de la moelle osseuse. On parle de micro-environnement médulaire. Et en fait, on sait au laboratoire que ce micro-environnement médulaire est capable parfois de promouvoir la cellule cancéreuse, l'expansion de la cellule cancéreuse, au détriment de la cellule normale. Et ça, c'est tout l'axe que vous a présenté Stéphane à travers le rôle clé de piper-gamma. On pourrait imaginer cibler piper-gamma dans des cellules normales du micro-environnement de la cellule cancéreuse, en couplage avec la chimiothérapie afin d'améliorer justement le traitement de ces patients. Diapositive suivante. Il y a un deuxième point sur lequel moi j'ai travaillé avant de rejoindre le laboratoire de Stéphane et que je vais continuer au sein de son laboratoire, qui est l'intérêt que je porte sur les mécanismes impliqués dans la résistance à la chimiothérapie. Je vous ai dit que la résistance pouvait être d'une part intrinsèque avec l'acquisition d'une nouvelle mutation qui rend la cellule cancéreuse résistante à la chimiothérapie, mais en fait il y a un autre phénomène que j'ai pu décrire dans le sous-type des leucémies et la leucémie aiguë lymphoblastique T, c'est que les cellules cancéreuses dans la moelle osseuse peuvent se loger dans un environnement très particulier, comme vous l'a dit Juliette, malheureusement indétectable au regard de la clinique, et dans cet environnement particulier, elles rencontrent du tissu adipeux, du tissu gras, et ce tissu gras va donner l'information à la cellule cancéreuse de dormir. La chimiothérapie agit essentiellement sur la prolifération des cellules cancéreuses en les tuant justement celles qui prolifèrent. Ainsi, en dormance, au repos, la cellule cancéreuse échappe à la chimiothérapie. Aujourd'hui, de par les études que j'ai menées au laboratoire de Françoise Fulmeau et que je continue au laboratoire de Stéphane, on sait aujourd'hui que ces cellules peuvent être ciblables et qu'on peut décrocher ces cellules de cet environnement particulier dans la moelle osseuse, les rendre alors disponibles dans la circulation sanguine, en espérant les remettre en prolifération et ainsi revenir avec une chimiothérapie pour les éliminer. Je vous remercie. Alors je tiens à remercier l'ensemble des tutelles auxquelles nous appartenons et des instituts avec lesquels nous collaborons, à savoir le CHV, l'Institut Gustave Roussy, l'IMVA HB au CEA de Fontenay-aux-Roses, l'Université Paris-Sud et de Versailles-Saint-Quentin. Je tiens à remercier tout particulièrement les associations qui financent l'ensemble de nos recherches, à savoir particulièrement l'association Laurette Fugain, l'INCA, la Ligue nationale contre le cancer, l'ARC, l'Action Leucémie, l'ANR, l'association Princess of Man Hope et enfin la Fondation de l'Avenir. Je vous remercie à tous de votre attention. Ensuite. Pardon, à vous. Merci. Bonjour à tous. Et moi j'ai envie de commencer par vous diffuser un petit film. C'est un montage de plein de petits films que nous avons fait depuis de nombreuses années et qui resitue un petit peu l'univers du patient. Donc ce n'est pas triste du tout, ça parle et puis je reprendrai la parole après.
m'appelle Charles. J'ai plusieurs ADN en moi. Le mien est celui de mon donneur dans mes cellules sanguines. J'aime pas trop les piqûres. Il n'y a que les malades qui ont le droit d'avoir peur. Plus tard, je développerai un super pouvoir pour aider les enfants qui ont une maladie du sang. Je cherche. Et toi? Pour l'instant, moi je cherche. Et toi, derrière, tu trouves? Oui, je pourrais trouver, mais il me faut de l'argent pour la recherche. Et pour ça, j'aurai besoin de vous. La recherche, ça coûte cher et je n'ai pas envie de chercher toute ma vie sans rien trouver. Et si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez aussi donner votre sang ou vos plaquettes. Ceux qui ont de l'argent à donner aussi d'ailleurs. Soutenez la recherche contre les leucémies. laurettefugain.org. Vous avez compris? Alors je compte sur vous. Voilà, alors beaucoup de choses ont été dites, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit avec une grande technique. Moi j'ai depuis 20 ans parcouru ce chemin difficile, celui de perdre un enfant. On s'en remet jamais évidemment, même si on a eu beaucoup d'espoir et nous en avons eu beaucoup. Laurette avait aussi une leucémie aiguë myéloblastique avec beaucoup moins de chances de gagner puisqu'on m'avait annoncé très vite qu'elle avait 20% de chances de guérir. Mais on s'accroche à ces 20% puisque, comme tu le disais si bien, il peut y avoir des miracles des fois. Le chemin a été long, difficile, d'autant qu'on rentrait dans une maladie qu'on ne connaissait pas. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont tous ces cancers du sang, toutes ces leucémies qui ont des sous-leucémies sont très rares. En 20 ans, c'est vrai que j'ai vu des choses évoluer. Et j'ai... un jour, alors que Laurette me disait « Maman, est-ce que tu crois que tous ces gens qui sont dans la cour dehors, puisqu'elle était derrière ce qu'on appelait nous une bulle, c'est-à-dire dans un milieu très stérile, où voilà, on n'avait vraiment pas le droit de venir polluer cet univers pour ne pas contaminer nos enfants, nos proches. » Et cette phrase de Laurette m'a beaucoup marquée. Moi, j'avais eu la chance de grandir dans une famille de donneurs. Et mon père avait eu cette intelligence de nous dire, puisqu'il avait 7 enfants, nous étions 7, à chaque majorité, qui était 21 ans à l'époque, eh bien mon père nous amenait, il nous disait aujourd'hui c'est le plus beau jour de ta vie. Si papa l'avait dit, c'est que ça devait être vrai. Et il nous amenait faire notre premier don. Alors il nous avait déjà amené quelquefois avec lui et ma maman pour regarder ce qui se passait. C'est pour moi la meilleure des éducations. Parce que nous ne l'avons jamais oublié. Et Laurette, avant d'être malade, était donneuse et donc savait très très bien, quand on lui disait « il n'y a pas de plaquettes, Laurette », ces fameuses petites cellules qui permettent à la coagulation du sang, et on se disait ben, « c'est pas compliqué, ça va encore saigner ». Et effectivement, ça saignait beaucoup, parce que là, le don de plaquettes, personne ne connaissait, même pas nous qui étions donneurs. Le don de moelle osseuse, on ne le connaissait pas du tout non plus. Même si, à un moment donné, très vite, on nous a parlé d'une greffe de moelle osseuse. Pour moi, c'était de l'hébreu, je ne savais pas. Je connaissais le don d'organes, parce que nous étions aussi inscrits dans ma famille sur ces fichiers. Et 11 mois de combat, c'est une éternité, c'est plein d'espoir, c'est plein d'envie de gagner, c'est un combat incroyable. Et là, tous les jours, puisque je ne quitterai jamais ma fille, et je m'imposerai même pour dormir à côté d'elle, tous les jours, on sait que c'est un combat absolument incroyable. Mais c'est une leçon de vie extraordinaire, malgré tout. Et de cette leçon de vie, j'ai eu envie d'en faire quelque chose un jour, puisque malheureusement, Laurette a été greffée avec une donneuse allemande, parce qu'en Allemagne, ils sont très donneurs, ils ont cette culture que nous n'avons pas, qui se développe difficilement, puisqu'il y a une grande confusion. D'abord, il y a l'absence de cette communication, mais depuis quelques années, quand même, on en parle. Mais il y a cette inquiétude de qu'est-ce que c'est que la moelle osseuse, est-ce que c'est la moelle épinière? D'ailleurs, c'est quand même la confusion très répandue. Qu'est-ce qu'on va me faire? On va m'opérer. Et puis non, moi, après tout, je ne suis pas concernée par le malade. Je ne vais pas lui donner ma moelle osseuse. Je préfère la garder pour ma famille si besoin était, etc., etc. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, vous l'avez compris, le don de moelle osseuse, on s'inscrit sur un fichier. Le don de sang et de plaquettes, il faut y penser tous les jours. Il faut grandir avec, il faut éduquer ses proches, il faut s'éduquer soi-même. Parce que je crois qu'en observant bien depuis toutes ces années, je réalise qu'il n'y a quasi plus d'éducation dans les familles.
C'est-à-dire que si les parents n'ont pas été donneurs, je ne vois pas pourquoi les enfants seraient donneurs. Et c'est quand même le meilleur vecteur de communication, la famille. Alors on n'a pas le temps d'apprendre, puisque maintenant on va vite dans tout. Je ne suis pas sûre qu'à l'école on ait le temps de le diffuser également. Et donc nous faisons beaucoup d'interventions dans les écoles également, et beaucoup dans les entreprises. J'essaie de vulgariser au maximum, parce que je pars du principe que vous n'êtes pas, et je ne suis pas non plus, ni médecin, ni chercheur, et Dieu sait que c'est pourtant passionnant, mais peut-être dans une autre vie, je m'y mettrai. Donc j'ai essayé d'être une maman qui allait poursuivre ce combat de Laurette, le combat auquel j'assiste tous les jours, à côté de patients, petits, moyens et grands. Et je dois dire que je continue d'apprendre et j'apprendrai, j'espère, jusqu'à la fin, parce qu'un patient, un petit, un moyen ou un grand, c'est quand même la meilleure façon d'apprendre une grande partie de la vie, une grande partie de ce que nous devrions être, c'est-à-dire non pas comme dans cette société où tu vas vite et que c'est pas parce qu'on n'a pas du cœur, c'est pas parce qu'on n'est pas généreux, c'est parce qu'on ne sait pas, c'est parce qu'on n'a pas le temps, c'est parce que finalement, c'est arrivé aux autres, ça nous est pas arrivé. Mais moi, ce que je souhaite dire, c'est que ça tourne et on n'est jamais à l'abri de rien. Pas plus que de se prendre un pavé sur la tête en sortant. On est à l'abri de rien. Donc, le savoir, c'est bien. Le communiquer, c'est encore mieux. Et puis le faire soi-même, alors là, c'est effectivement parfait. Donc, qu'est-ce que je peux vous transmettre d'autre que le message d'une maman, d'abord. Le message d'une maman qui a un jour décidé de mener le combat que Laurette souhaitait mener en sortant de l'hôpital, puisqu'elle m'avait dit, en sortant de l'hôpital, j'irai au-devant des jeunes pour leur expliquer que nous avons besoin d'eux. Et on ne réfléchit pas trop quand on démarre un combat. Et on y va parce que cette expérience de vie à côté d'un patient, elle est incroyablement forte. Donc ce combat de l'association Laurette Fugain s'est mis en place. J'avais la chance d'avoir accès très rapidement aux médias, puisque c'était mon métier. C'était mon univers en tout cas. Et quoi de mieux que les médias pour aller transmettre une information. Donc moi j'avais à cœur de parler surtout des plaquettes parce que ma fille à la fin manquait de plaquettes, enfin elle en a manqué pendant 11 mois et pendant 11 mois on était accrochés à cette petite pochette qui arrive et qui est vivante, qui est toujours dans le mouvement parce que si on l'arrête elle coagule et c'est pas le but. Et j'ai mené très très rapidement le combat pour les plaquettes. Et puis très rapidement, je me suis dit, mais en fait la maladie, ce ne sont pas que les plaquettes, on va parler de leucémie, donc on va bien oser dire cancer du sang, parce que là c'est pareil, on n'ose pas dire cancer. Quand on m'a parlé de leucémie, moi tout de suite je me suis dit non mais c'est pas un cancer, évidemment c'est pas un cancer, bien sûr que oui, c'est un cancer. Et à l'hôpital, on vous dit pas tout. D'abord parce que c'était pas le but, parce que quand vous arrivez dans cet univers de la maladie, les professionnels de santé sont là pour aller soigner vite un patient, pas pour perdre du temps avec la famille. Alors on vous explique des petites choses, mais on vous les explique comme vous pouvez les entendre, c'est-à-dire toujours un peu à côté de la plaque. Donc c'est intéressant de plonger là-dedans et puis de se dire à un moment donné, finalement, oui, je suis en train de parler des plaquettes, mais j'ai quand même réalisé à l'hôpital qu'il y avait des chercheurs qui devaient chercher, qui devaient trouver, d'où ce petit Charles qui a fait son texte tout seul parce que lui sortait de l'hôpital. Et je me suis dit, on va peut-être essayer aussi de trouver des financements, des moyens pour soutenir ces gens magnifiques qui sont dans leur bulle, à eux, la leur, et qui, j'espère, un jour pourront trouver des traitements. Donc on a eu plaisir à financer d'ailleurs un projet, alors je ne sais plus en quelle année parce que les années passent trop vite, 2007, 16 de M. Prost et de son équipe, et j'étais très fière de savoir que vous étiez là aujourd'hui. Donc on a commencé à aller chercher des sous, et c'est pas simple d'aller chercher des sous. On va chercher des sous là où il y en a beaucoup, et puis là où il y en a peu aussi, parce que 10 €, 20 €, ça vient grossir cette petite cagnotte, et ça nous permet de remettre, comme vous avez pu le voir, des chiffres impressionnants, parce que 20 ans, c'est beaucoup de temps. Même si je n'ai pas vu passer ces années, parce qu'on travaille tout le temps, une association c'est ça.
Et le soutien de la recherche, c'était important. Donc on a commencé à ajouter cette deuxième démission. Et puis la troisième me paraissait extrêmement importante. C'était justement parce qu'à l'hôpital, on n'est pas aussi soutenu que ça. Enfin, en tout cas, je ne l'étais pas autant que ça il y a 20 ans. Et je me suis dit que quand il y a un malade, c'est pas un malade, c'est une famille qui est touchée. C'est des proches qui sont touchés et qui ont beaucoup, beaucoup de mal à verbaliser, à s'en remettre, à avancer. C'est des couples qui explosent. Et le mien n'a pas été épargné, même si ça vous paraît absurde, parce qu'on se demande pourquoi. Tout simplement, même si quand je suis arrivée à l'hôpital avec ma fille, on m'a dit elle a une leucémie, mais je le savais déjà en partant de chez moi, au vu du résultat. Et puis après, on m'a dit faites attention à votre couple. Je me suis demandé vraiment qu'est-ce que venait faire mon couple là-dedans, qui allait très très bien. Puis c'est tout. Puis de temps en temps, après, vous voyez une psy qui passe dans le couloir comme ça et qui ne parle pas, mais on n'a pas le temps, on n'est pas là pour ça à l'hôpital. Donc c'est la troisième démission qu'on a eu envie de porter et d'apporter soutien aux familles, être attentive aux patients, et c'est mon rôle tous les jours. Je parle beaucoup avec les patients. J'ai évité quelques divorces d'ailleurs, en expliquant que c'est vrai que c'était violent la maladie et que dans la douleur de la maman, la douleur du papa ne se ressemble pas du tout, la douleur des autres enfants ne se ressemble pas du tout. Et ce qu'on peut considérer de très très important, c'est pourquoi ça ne se ressemble pas ? Parce que nous sommes tous des individus différents et que nos émotions, nos sensations, nos besoins sont différents. Moi, j'avais besoin de me rouler dans l'oreiller de ma fille, j'avais besoin de porter ses vêtements, j'avais besoin de sentir son odeur, et mon mari, il avait juste envie de fuir tout ça. Et si je lui en voulais à l'époque, aujourd'hui, je me dis que ce n'est pas critiquable, c'est normal, c'est comme ça. Donc ça, j'essaie de le partager avec ses familles, avec ses frères et sœurs. On a créé un atelier fratrie qui est important parce qu'on s'aperçoit, parce que j'avais j'ai 2 autres enfants. Mon garçon avait 9 ans et ma fille aînée était déjà adulte. Et le reste était au milieu. Et j'ai réalisé un jour, mon fils est arrivé un matin, il avait 12-13 ans. Il avait été typé. On avait regardé si la moelle osseuse de mon fils était compatible avec ma fille. Et ma grande fille, ni ma grande fille, ni mon fils étaient compatibles. Et un jour, il est arrivé à 12 ans, 13 ans, je ne sais plus. Un matin, sans me dire bonjour, sans rien. Et il me dit, maman, je m'en voudrais toute ma vie de ne pas avoir sauvé ma sœur. Et là, je me suis dit... Et pourtant, il avait été soutenu, lui, parce que j'avais eu quelques grosses épreuves en plus derrière, les unes derrière les autres. Et je me suis dit, il y a vraiment un boulot à faire. Voilà, c'est aussi une des missions de l'association. Donc l'association, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de besoins, c'est transmettre, essayer d'accompagner, c'est soutenir, c'est aller informer les citoyens sur les dons de vie, de sang, de plaquettes et de moelle osseuse. Donc maintenant, vous savez ce que c'est. Et puis d'accompagner le maximum les familles et puis de pouvoir soutenir la recherche parce que ce sont des femmes et des hommes extraordinaires à qui on demande d'être dans leur bulle, mais qui ont beaucoup de difficultés à soulever des fonds, à en trouver. Mais c'est merveilleux de pouvoir leur dire combien vous êtes indispensables à nos vies, parce que demain, tout peut arriver. Voilà, merci infiniment. Alors, si je peux quand même juste rajouter, comment aider une association ? En devenant soi-même bénévole, pourquoi pas, quand on a du temps. Dans certaines entreprises, il y a aussi du mécénat de compétences, vous savez, c'est ce qui permet de partir 1 ou 2 ans avant la retraite et de pouvoir aller rendre service à une association. Vous êtes pris en compte en général par votre entreprise, donc ça c'est précieux pour nous. Vous pouvez faire, quand vous en avez envie, du bénévolat. Voilà, on a besoin de bénévoles tout le temps. Et puis vous pouvez surtout être donneur si vous en avez encore l'âge, parce qu'il y a quand même certaines limites d'âge maintenant, que vous pourrez retrouver tout ça sur les sites. Et puis vous pouvez de temps en temps aussi faire une adhésion. Voilà, c'est 20 € une adhésion. Et puis de temps en temps des dons également. Et sachez que l'argent va nulle part ailleurs que là où ça doit aller. Nos chercheurs, les hôpitaux, en aménageant dans les services et je peux vous dire qu'il y a des besoins plus que grands. Voilà, il y a donc de multiples choses à faire. Et puis surtout, transmettre, partager avec tous ceux qui sont proches de vous. Merci. Et merci à toi Bertrand pour ta confiance et merci à toi également. Du coup, merci
Merci Stéphanie. Donc c'est une bonne transition donc avec toutes ces histoires. Donc moi j'étais la meilleure amie de Véronique, je la connaissais depuis 23 ans. Du coup j'étais à côté de Bertrand pendant ce combat de ces 5 années. Et du coup voilà, on a découvert tout ce que vous venez de découvrir aussi aujourd'hui. Et on a vraiment pris conscience qu'il y avait besoin de transmettre et de communiquer le plus largement possible, parce que voilà, ça n'arrive pas toujours qu'aux autres. Et le jour où ça nous touche de plus près, c'est là où on se rend compte du gap et des besoins qu'il faut fournir. Et du coup, voilà, le projet Eurovero, donc au départ, il est parti d'un défi sportif qu'a voulu et que va relever Bertrand, donc de faire 6000 km à vélo cet été. Bon, il faut qu'il prenne quelques cours de vélo, parce qu'il a fait une petite chute hier. Heureusement, voilà, sans gravité. Mais du coup, voilà, de faire un défi sportif. Et autour de ce défi sportif, on s'est dit qu'on pouvait aller bien au-delà. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui devant vous pour communiquer sur qu'est-ce que la leucémie, qu'est-ce que le don de moelle osseuse, des cellules sanguines et ces cellules hématopoïétiques, un beau mot qu'on découvre. Et donc voilà, donc les missions d'Eurovero, c'est de collecter des fonds pour les associations, et les associations comme Laurette Fugain, qui on est vraiment ravis et honorés qu'elles nous soutiennent autant et qu'elles puissent venir dans ce genre d'intervention. Et donc tous les fonds collectés iront en France pour l'association Laurette Fugain, donc soutenir par ce même biais la recherche et mettre en avant tout leur travail. Donc c'est ce qui est fait déjà aujourd'hui. Et du coup voilà, mobiliser sur les dons de moelle osseuse et de cellules souches. Donc voilà, je bouclais un petit peu la boucle, et ce qu'on voulait aussi vous faire passer, c'est malgré la tristesse de l'événement, nous, de s'impliquer dans cette association, c'est vraiment quelque chose de très motivant. On a vraiment l'impression de donner du sens encore plus à nos vies, et voilà, et de transmettre. Donc on est vraiment porté par une force assez incroyable, heureusement, parce qu'on en a besoin pour monter tout ce qu'on doit mettre en place. Mais voilà, c'est triste, mais du coup on a tous un pouvoir en nous, soit de transmettre ce que disait Stéphanie, soit de donner, de partager à nos proches. Donc pour s'inscrire sur les registres de donneurs, il faut avoir entre 18 et 35 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi mobiliser les personnes dès le plus jeune âge, parce que 35 ans, on y arrive vite. Donc voilà, n'hésitez pas à transmettre. On sera là si vous avez des questions, évidemment. On a quelques brochures à vous donner. Et du coup, je voulais remercier voilà, tous les intervenants qui sont là aujourd'hui, remercier le CEA et la com du CEA pour justement toute cette belle intervention. Et voilà, je crois qu'on a bouclé la boucle. Donc voilà, vous allez ressortir de cette salle plus différent que lorsque vous êtes rentré, et donc vous avez un pouvoir à transmettre. Merci à tous. Si vous avez des questions, on peut commencer là, et après il y a un petit endroit où on peut prendre le café tous ensemble, donc on peut échanger aussi là-bas. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions? Voilà. Bon. Oui, tout à fait. Ah, Karine. Parce que c'est pas moi qui fais les lois sur la greffe de moelle. En fait, je pense que il y a deux choses. Il y a une question de nombre de cellules souches dans l'organisme d'un sujet adulte. Il y en a plus quand on a 35 ans que quand on vieillit un peu, donc il ne faut pas épuiser les cellules souches d'un donneur qui donne volontairement, une personne saine qu'on ne veut pas rendre malade.
évidemment. Et l'autre côté, c'est que, en fait, au bout d'un certain temps, il y a quand même un vieillissement de ces cellules souches, et un vieillissement qui, parfois, peut être pathologique alors même qu'on ne le voit pas. Et c'est pour ça qu'on limite, alors 35 ans ça paraît quand même très très jeune pour un vieillissement, mais c'est un peu ce principe de précaution qui va prévaloir en se disant on ne veut pas épuiser le compartiment des cellules souches du donneur qui déjà gentiment propose sa moelle osseuse, et deuxièmement un peu plus tard on ne veut pas faire courir le risque que malheureusement ces nouvelles cellules souches soient elles-mêmes ne serait-ce qu'un petit peu malades et puissent redéclencher derrière une maladie. Alors je voudrais juste préciser une chose. Effectivement, déjà merci pour la réponse. On ne peut pas s'inscrire au-delà de 35 ans. Cependant, si on a 34 ans et qu'on s'inscrit, on peut rester sur le fichier jusqu'à l'âge de 60 ans. Voilà. Et ça ne vrai que pour les donneurs volontaires. Ça, un frère ou une sœur peut donner jusqu'à 70 ans. Eh ben, la réponse, c'est parce que, en fait, en intrafamilial, on ne va pas demander à quelqu'un qui n'a aucun lien de parenté la même chose que quelqu'un qui a un lien de parenté. Ce n'est pas tout à fait la même démarche pour les donneurs, en fait. D'autres questions ? Oui, si vous avez moins de 70 ans, vous avez l'air d'avoir moins de 70 ans, vous pouvez donner. Le paramètre qui est important, c'est qu'on a la chance d'être extrêmement brassé. Je crois que ma voix porte bien. On a la chance d'être extrêmement brassé dans notre pays, et plus on est brassé, plus il y a de typages à retrouver et à rassembler, donc plus vous serez à même certaines ethnies ne sont pas tout à fait donneurs, n'ont pas envie, et bien là il faut persuader ces gens-là, donc les Africains, les Maghrébins, les Asiatiques sont moins donneurs, et pourtant il y a des grands besoins, donc là aussi il faut communiquer là-dessus, c'est important. Voilà. Bon, 35 ans là c'est raté, mais... Non, j'ai vu. Non, mais parce que souvent on me dit, non, mais ça y est, j'ai passé l'âge. C'est pas parce qu'on a passé l'âge qu'on ne doit pas partager cette information importante. Et puis le don du sang, vous êtes tous encore dedans. Puis le don de plaquettes aussi, vous pouvez y aller. Et c'est tous les jours que l'établissement français du sang recherche des donneurs. Dans les moments critiques, il y a vraiment un flux très tendu à l'EFS. C'est maintenant. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà, les vacances qui vont arriver, les ponts de mai. Enfin, de toute façon, c'est toute l'année. Là, pendant le Covid, ça a été un miracle, vraiment. On a eu très, très peur, parce qu'on s'est dit, puisque personne ne peut sortir, il n'y aura pas de donneurs. Et ça a permis à beaucoup de gens qui avaient envie de sortir. Ils sont tous allés se précipiter, faire un don. C'est magique. Puis après, hop, ça s'est rebaissé. C'est sérieux, c'est important. En fait, vous savez, je dis toujours, un malade, il arrive, eh bien, il peut avoir les meilleurs médecins, les meilleurs hôpitaux, les meilleurs traitements. S'il n'y a pas de donneur, il ne pourra rien faire. On ne fera pas un traitement. Puis il n'y a pas que les gens atteints de leucémie, bien sûr. Pour les besoins sanguins, il y a tout le reste, les accidentés, les opérations qui sont maintenant exponentielles et donc pour lesquelles il y a besoin de beaucoup de transfusions. Donc je crois que vous n'avez pas le choix. Merci Stéphanie. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à aller prendre un petit café avec nous si vous le souhaitez. Voilà, on reste là. Merci à tous d'être venus et voilà, merci pour votre attention.